Très bien. Alors, je vais revenir, moi, aujourd'hui, à la charge concernant le déficit démocratique puis le manque de transparence. J'ai beaucoup insisté là-dessus ces dernières semaines, mais là, je pense qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse parce que le négociateur du gouvernement étant présent. Le fait que le gouvernement nous refuse l'accès aux documents nous porte à nous demander qu'est-ce qu'il a donc à cacher dans cette négociation. Car il ne peut pas prétendre que c'est une demande extravagante. Au moment des négociations de l'ALE et puis de l'ALENA, les documents circulaient relativement facilement. Et au moment de la zone de libre-échange des Amériques, en 2001, la même chose. Puis je rappelle qu'Henri-François Gautrin, qui est le même qui s'est levé, le député de Verdun, pour refuser la motion que j'ai présentée en Chambre l'autre jour concernant le dépôt des documents pour les députés de l'Assemblée nationale, était vice-président de la Commission des institutions en 2001 et il réclamait les documents de la zone de libre-échange des Amériques, ce à quoi j'avais accédé en tant que ministre des Relations internationales. Donc, les membres de la Commission des institutions avaient eu accès à ces documents-là. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que ça l'était dans le cadre de l'ALE, de l'ALENA et de l'ASILEA, que le Québec non pas nécessairement autour de la table, dans le sens que c'est quand même le Canada qui négocie, c'est un accord Canada-Union européenne, mais l'Union européenne, vous le savez, a insisté, et c'est à cause de l'Union européenne que les provinces se retrouvent autour de la table des négociations, étant donné que ce qui intéresse essentiellement les Européens, ce sont les marchés publics, non seulement, disons, des provinces, mais aussi des municipalités, puis éventuellement de toutes les institutions québécoises. Alors, c'est d'autant plus important que nous connaissions donc le contenu de tous ces textes et de tous ces documents. Parce qu'on l'a dit en Chambre, mais il faut le répéter, c'est en effet la première fois, c'était pas le cas dans le cadre de l'OMC, c'était pas le cas dans le cadre de l'ALENA, etc., que les institutions, donc, que sont les États fédérés et puis les municipalités, sont en cause, si je peux dire, dans le cadre de cet accord. Alors, le Québec a fait des offres en juillet dernier. On a le droit, comme parlementaire, comme député, donc toute la société d'ailleurs, mais d'abord et avant tout parce que nous sommes des parlementaires et des députés, de les obtenir. Alors, le ministre nous dit en effet que c'est une entente formidable, le ministre responsable, Sam Hamad, eh bien, qu'il le prouve, en quelque sorte. Sa parole ne suffit pas pour croire, il faut voir. Voilà. Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Ouais, pour le croire. Ouais. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. C'est ça. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Moi, je veux dire, c'est sûr, il y a l'aspect culture qui m'intéresse, entre autres. Le déficit démocratique, c'est majeur. C'est d'abord ça. Quelles sont les offres du Québec? Et on n'en sait rien. Et donc, quand on ne sait pas, on s'inquiète de tout. Et on s'inquiète actuellement énormément. Moi, je m'inquiète énormément parce que je lis bien que, par exemple, les organismes de télécommunication soient en jeu. Et éventuellement, même la culture. Puis, qu'on arrête de nous rabâcher les termes d'exception culturelle puis d'exemption culturelle. Ce sont les termes même contre lesquels on s'est battu quand on a créé la Convention de la diversité culturelle. On s'est battu contre ces termes-là parce qu'on était conscient qu'ils ne protégeaient pas adéquatement l'ensemble de la culture, les industries culturelles puis la culture elle-même. Alors moi, quand j'entends ces mots-là, les cheveux me frisent parce que je me dis, on se targue d'une belle victoire sur la scène internationale. Une des seules du Québec, c'est celle d'avoir obtenu la Convention de la diversité. Et actuellement, quand je regarde les principes de libéralisation du commerce, en particulier ce qu'on appelle le traitement national, je me dis, mais voyons, c'est contre ça qu'on a créé la Convention de la diversité. Et là, le traitement national fait clairement partie de l'entente. Comment on va vraiment réussir à appliquée, il faut donc que la Convention soit prédominante, qu'elle soit reconnue dans l'accord comme telle, comme étant une convention que 118 pays ont signée, dont toute l'Union européenne. Si c'est pas là, il y a quelque chose d'absurde. Mais pourquoi vous inquiétez de ça après tout? L'Europe s'est battue contre l'AMI aussi. Ben voilà.
Ben, l'Europe s'est bâtie contre La l'ami, France, mais il semble bien que l'Union européenne ne j'espère. soit pas dans les mêmes dispositions. Quand on a parlé de ça, M. Pierre-Marc Johnson, il était un peu étonné. Il nous a dit, mais les Européens n'étaient pas très au courant de la Convention de la diversité culturelle. Là, moi, donc, qu'ils nous disent, qu'ils fassent plus que nous rassurer, qu'ils nous donnent la preuve que vraiment, il y a une protection réelle, puis que vraiment, on respecte cette convention-là. C'est ça que je vais demander dans la minute et demie qui nous sera allouée, si c'est une minute et demie. Oui, c'est ça. Voilà. Moi aussi, je voudrais joindre ma voix à mes collègues, tout en notant que Louise Baudouin est vraiment, je pense, ici à l'Assemblée nationale, la personne qui a le plus d'expérience, qui a le plus travaillé au niveau des relations du commerce international dans le cadre de l'ALENA. Il n'y a rien qui est jamais allé aussi loin. L'ALENA ne touchait pas au marché québécois, au marché public du Québec. C'est très vaste. Plusieurs en ont parlé. C'est immense. C'est beaucoup de milliards. Tout ce qu'on a pour travailler, ce sont des fuites. On a déposé la semaine dernière, Mme Baudouin a déposé le dernier document, la 6e ronde, le 6e document là, le dernier accord, enfin qui datait de janvier, 300 pages, uniquement en anglais, assez technique, je peux vous dire. Et il y a quelques jours, on a mis la main sur une note qui nous fait rapport de la dernière séance, celle qui a eu lieu au mois d'octobre. Et il y a des choses là-dedans qui sont assez inquiétantes. Je vous donne un exemple. Au sujet des monopoles et des entreprises d'État, on peut lire « Les partis ont discuté des commentaires et l'Union européenne les partis ont discuté des commentaires de l'Union européenne sur les plus récentes propositions du Canada. Il y a généralement convergence de vues. Les consultations internes se poursuivent. Bien, ça veut dire qu'il y en a des discussions, qu'il y en a des consultations. On parle des entreprises d'État, là. Est-ce qu'il y a eu des consultations à l'égard d'Hydro-Québec, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les offres du Québec? Puisqu'il y a des consultations, comment se fait-il que les premiers intéressés, c'est-à-dire les élus, ici, à l'Assemblée nationale, ne soient pas consultés? Au moment de l'ALENA, c'est-à-dire du premier accord de libre-échange avec les États-Unis, il y avait 3 tables de consultation qui avaient été mises sur pied par le gouvernement Mulroney, une table qui regroupait surtout des patrons, une autre les syndicats et une autre, une table consommateurs, de façon à ce que les gens puissent savoir on ne peut pas s'embarquer dans quelque chose comme ça à l'aveuglette. Là, vraiment, je pense que notre cri d'alarme là est très important. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir les réponses. J'espère que Pierre-Marc Johnson va nous répondre. Est-ce que ça touche les sociétés d'État? Est-ce qu'Hydro-Québec est exclu? Est-ce que les Américains, en vertu de l'ALENA, une fois le traité, une fois l'accord ratifié, est-ce qu'ils pourraient dire est-ce qu'ils pourraient dire, nous aussi, on veut avoir accès au marché québécois? En vertu de la clause de la nation la plus favorisée, est-ce qu'il pourrait faire ça? Mais Amir va dire un mot. je peux terminer. Vas-y. Alors, pour conclure, c'est sûr que pour la plupart d'entre nous, qu'on soit du côté du Parti québécois, qu'on soit indépendant, qu'on soit Québec solidaire, une des préoccupations les plus immédiates, c'est le caractère non démocratique de négociations qui se déroulent sans la transparence voulue, sans la possibilité pour les élus du peuple pour voir quels sont les mandats qui sont donnés, suivant quels critères ces mandats ont été donnés, et est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt du Québec et des populations québécoises et canadiennes. Mais au-delà de ça, Québec solidaire a toujours manifesté sa plus grande désapprobation des processus de libéralisation des échanges qui sont faits actuellement, ce qu'on appelle la mondialisation marchande, pour des raisons très simples. D'abord, pour la raison très claire de la définition qui en est donnée par les acteurs mêmes des grandes corporations multinationales qui sont impliquées là-dedans. Je n'ai jamais vu de définition aussi franche, aussi claire que celle-ci, donnée par l'ancien PDG de la multinationale dans le domaine de l'électromécanique de ABB,
M. Barnevik. Je définirai la mondialisation comme la liberté pour mon groupe d'investir où il veut, le temps qu'il veut, pour produire ce qu'il veut, et en s'approvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant à supporter le moins de contraintes possibles en matière de droit du travail et de conventions sociales. Cette mondialisation, d'ailleurs, est en déroute. La libéralisation financière est de l'avis de plusieurs commentateurs indépendants, ce qui n'est pas le cas de M. Johnson, on va s'en convaincre tout à l'heure en commission parlementaire, mais des évaluateurs indépendants, des observateurs comme M. Yvan Allaire, qui est président du Conseil de la gouvernance des institutions privées et publiques, disait que la déréglementation des marchés financiers a conduit directement à la crise financière de 2007-2008, laquelle faillite aurait pu faire basculer l'économie mondiale et qu'à elle seule, ces crises-là auraient dû jeter aux poubelles toutes ces propositions de libéralisation marchande qui ont été concoctées depuis des années, dont le dernier document, je dirais, qui est le plus global et le plus significatif, a été signé des mains même de M. Johnson. Là, je ne retrouve pas la date exactement, mais c'est au milieu des années 2000, sous l'égide du Council on Foreign Relations, un think tank de droite américaine, et du Conseil canadien des chefs d'entreprise, qui poussent nos gouvernements pour aller là où les populations ne veulent pas. Nous, on est pour une autre mondialisation. Une autre mondialisation est bien sûr possible. On a besoin de libéraliser les échanges et la coopération entre les peuples, mais pour protéger nos ressources précieuses, l'eau, la terre, les territoires agricoles, pour assurer la souveraineté alimentaire, pour assurer que tout ça se fait au bénéfice des peuples et non pas des marchands.